La France n'est plus le premier exportateur sur la Tunisie, avec à peu près 2 milliards d'euros. À un certain moment, les importations tunisiennes en provenance de la France étaient de 3 milliards et demi d'euros. Donc, vous voyez la baisse considérable qu'ont connue les importations. Et c'est pour cette raison qu'il y a donc des opportunités à venir explorer sur ce marché. Le marché tunisien, donc, qui va à peu près de 30 des investissements dans le domaine industriel et des services où c'est libre, donc il n'y a aucune régulation. Pour autant, dans le domaine du commerce, donc, il y a certaines restrictions. Donc, de distribution, donc j'insiste, il faut une autorisation. Donc, et là, la Chambre est prête à vous aider donc, pour vous aider à ouvrir des sociétés commerciales et même donc, dans une première, à vous aider, dans une première phase, à vous aider à vous domicilier à la Chambre. Parce que le service de domiciliation, aussi bien la postale, mais aussi nous pouvons vous mettre à vos dispositions des bureaux pendant quelques mois en vue aussi par la suite de créer votre propre entreprise et d'avoir vos propres bureaux. À part, bien sûr, direct vers des clients potentiels, l'État reste un acteur important en Tunisie en matière d'affaires. Et là, la Tunisie lance plusieurs appels d'offres. Et là, je vous invite à consulter le site marchépublic.gov.tn. Il y a des appels d'offres pratiquement tous les jours qui sont insérés sur ce site et sont classés en fait par ministère, office ou organisme public. Donc, par contre, la nouveauté, c'est que 2018, il n'y a plus de papier, donc il faut absolument que vous soyez référencé sur un site qui s'appelle TUNEPS, donc Tunisian E-Procurement System. Donc, c'est l'unique moyen maintenant de participer à des appels d'offres en Tunisie. Donc, et là, avant donc, de pouvoir rentrer pour retirer les cahiers de charges, etc., il faut se faire référencer. Et pour trouver la procédure pour se faire référencer, vous avez soit donc, les sites tuneps.tn ou bien tuntrust.tn. Slide suivant. Là, les exportations de produits sur la Tunisie sont simples, hein, donc il suffit des trucs classiques, factures, assurances, etc. Par contre, il y a quelques problématiques qui se posent lorsqu'il y a des exportations de services. C'est ce point sur lequel je voulais insister. Là, si la société va exporter un service et son exécution en Tunisie, la durée est inférieure à 6 mois, vous pouvez facturer directement à partir de la France, mais sachez que vous avez une retenue à la source en Tunisie qui est variable en fonction de l'activité. Par contre, si l'exécution de ce marché, par exemple, une entreprise qui remporte un marché de construction d'un hôpital, il va durer plus que 6 mois, donc elle est obligée de créer ce qu'on appelle une structure provisoire, ou juridiquement, on appelle ça un établissement stable, et là, elle sera imposée en Tunisie, et donc elle sera payée en dinars tunisiens et elle aura la liberté de transférer par la suite les revenus qu'elle va engendrer. Sachez par contre, comme elle va payer des impôts en Tunisie, elle ne sera pas réimposée en France en vertu de la convention de non-imposition entre la Tunisie et la France. La Tunisie et la France ont mis en place des outils pour encourager le partenariat tuniso-français, notamment le fonds de colocalisation entre la France et la Tunisie, qui est géré du côté tunisien par la CDC et BPI-France du côté français. C'est un fonds qui existe dans la région, mais que pour la Tunisie. C'est un fonds qui est destiné à aider la création d'entreprises franco-tunisiennes, que ce soit des entreprises en Tunisie, en France, ou bien même ensemble pour créer des projets dans des pays tiers. Donc là,
c'est un fonds doté de 20 milliards d'euros, mais il y a quelques critères donc, que vous voyez sur le slide pour être éligible. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de nous ou bien de BPI en France pour avoir plus d'informations à ce sujet. Par ailleurs, et récemment, la France a mis à la disposition aussi des PME, PMI tunisiennes une ligne de crédit pour acheter des produits et des services français de 30 millions d'euros, qui est la plus compétitive sur le marché au niveau taux. Donc, euh, n'hésitez pas, donc, les entreprises françaises doivent conseiller à leurs clients tunisiens donc d'utiliser cette ligne. Les clients tunisiens doivent s'adresser au préalable à leur banque qui, par la suite, fera valider le dossier auprès du service économique de l'ambassade de France à Tunis. Slide suivant. Très rapidement, quelques secteurs porteurs donc, en Tunisie, à part bien sûr ceux que citait M. Gadmi pour l'implantation. Sachez qu'au niveau export et partenariat avec les sociétés tunisiennes, il y a les biens d'équipement et demi-produits destinés à l'industrie manufacturière. Il y a près de 15 000 entreprises industrielles en Tunisie qui ont besoin de tout, donc matières premières, demi-produits, équipements. Et là, on est prêt à vous aider donc, à prospecter ce marché, avec les autres marchés d'ailleurs. Les équipements équipements pour le secteur de la santé. Sachez que le secteur de la santé, c'est un secteur où il y a pas mal d'opportunités en Tunisie, aussi bien en matière d'équipement que de consommables. D'ailleurs, la France s'implique énormément dans ce secteur et à travers l'Agence française de développement, il va y avoir la construction d'hôpitaux au sud tunisien financés donc, par la France. Parallèlement au secteur public, on a pris dans à explorer ce secteur. Le troisième, c'est tout ce qui est second œuvre du bâtiment. Donc, après la Révolution et même les temps difficiles en Tunisie, c'est un secteur qui ne s'est jamais arrêté. Il y a des opportunités dans tout ce secteur. Sachez que pour le produit second œuvre du bâtiment, à part le marché tunisien, d'ailleurs pas mal d'autres secteurs, il ne faut pas considérer uniquement le marché tunisien. Sachez que notamment pour tout ce qui est matériaux de construction, tout ce qui est consommable pour la santé et produits agroalimentaires, réfléchissez également au marché libyen. Sachez que plusieurs sociétés tunisiennes sont très bien introduites en Libye. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le sommet de la francophonie, qui, on l'espère, se tiendra fin novembre en Tunisie, se tiendra à Djerba, justement pour éventuellement que les entreprises qui viendraient en marge de ce forum, le sommet de la francophonie, d'ailleurs il y aura un forum économique, pour rayonner également sur la Libye. Le sommet de la Libye est un secteur en pleine expansion depuis. Il y a pas mal de projets, notamment dans le domaine du ferroviaire. Donc sachez qu'il y a l'extension du métro, un projet en PPP, par exemple, d'autres deux axes, l'organisation des lignes de fer, donc en Tunis, c'est banlieue et les grandes lignes. Et puis, récemment aussi, il y a deux appels d'offres qui ont été zone d'activité logistique, Asfax et Agabès. Enfin, le numérique, je ne vais pas m'attarder puisque M. Gadmi a cité pas mal d'atouts. Et puis, Béline à ce sujet. Voilà, j'ai terminé. Par contre, je voudrais inciter les entreprises qui viendraient en mission en prospection en Tunisie. Sachez qu'ils peuvent bénéficier de ce que le dispositif français a mis à leur disposition, qui est le chèque export, chèque qualité export. Une entreprise qui vient de prospection en Tunisie peut aller jusqu'à 2 000 pour une prestation d'accompagnement individuel, 1 500 € lorsque c'est un accompagnement collectif et jusqu'à 2 500 € si elle est partie d'un pavillon en France sur un salon étranger. Voilà, merci, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci.
au sein de la Tunisie pour vous proposer un panorama vraiment complet des possibilités offertes par le pays. Également la chance de Bruxelles, directeur général Afrique de Vocalcom, précieux et qui vont vous permettre des exemples de à ce webinaire, je suis général de 2 filiales du groupe Actia en Tunisie, Actia Engineering, Actia Africa. Je vais essayer, au travers de ces quelques minutes, de partager avec vous un petit peu notre expérience, vraiment pour avoir le social est à Toulouse. La société, le groupe est coté au second marché à Euronext, à la Bourse de Paris. Fondé depuis 86. Donc ça a démarré avec 20 personnes. Aujourd'hui, c'est un groupe à fin 2020 de pratiquement 4 personnes. Clairement dans tout ce qui est R&D, avec à peu près un peu plus de 1000 ingénieurs dans la R&D, réalise un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros. Le groupe est implanté dans 16 pays au travers de 24 filiales. On est Iran et on fabrique des produits en électronique, communicants, donc pour les systèmes connectés. On a toute une ligne de mobilité, donc technique de puissance, batterie, moteur, spécialise dans tout ce qui est diagnostic automobile et maintenance contrôle. Et on est plus généralement spécialisé dans tout ce qui est électronique embarquée, donc les calculateurs de gestion d'entrée-sortie, les tableaux de bord et autres composants automobiles. Donc les piliers donc, basés sur des piliers technologiques qui sont l'électronique, le logiciel et la nos clients, c'est les constructeurs automobiles de premier rang, Jaguar Land Rover, Volvo, d'autres, dans le véhicule, le bus et le camion, et quelques applications dans les domaines du véhicule spécial, donc agricole, engins de chantier et autres. Donc on conçoit, mais également on fabrique. Donc nous sommes des industriels avant tout. Et on est équipé d'une organisation, on dispose d'une organisation industrielle avec trois sites manufacturiers majeurs d'électronique, dont le plus important est basé en Tunisie. D'ailleurs, l'expérience du groupe avec la Tunisie a commencé à démarrer avec la partie production, qui est la destination classique, je dirais, de la Tunisie. C'était en 97, déjà 25 ans, voilà, par le rachat d'une. Et donc, il y a eu tout un processus de transformation avec cette usine de production de systèmes électroniques. Aujourd'hui, elle compte, en tout cas, c'est le témoignage de nos clients qui viennent auditer. On a plus d'une vingtaine d'audits de clients automobiles de premier rang. De leur témoignage, ça fait partie des plus belles usines sur le pourtour méditerranéen. Donc, quand je dis belle, c'est pas esthétique, c'est plutôt qualité de service, qualité et capacité à notre domaine d'activité et très exigeant de l'auto. Donc, avec la production. Et ensuite, on a développé une deuxième usine en extension qui est spécialisée dans l'assemblage il y a 15 ans. Nous avons un premier centre R&D offshore du groupe. Et donc, on a démarré avec 5 personnes. Et on a démarré dans l'est de l'usine, justement, pour une proximité. Ensuite, on a déménagé à la Technopole et Gazella. Donc, c'est un des technoparcs les plus importants en IT en Tunisie.
Et aujourd'hui, Actia Engineering Service, elle compte 456 cadres, essentiellement des ingénieurs. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement, nous représentons pratiquement 50% R&D du groupe Actia. Les activités sont électroniques, mécaniques, logicielles, beaucoup de logiciels parce que les produits sont de plus en plus complexes avec les contraintes de sécurité, sûreté de fonctionnement, beaucoup de logiciels, et on dispose également de qualification. Donc, on a été les premiers en Afrique du Nord à avoir un laboratoire accrédité dans le domaine dans la mécatronique. On a eu pas mal de distinctions. Aujourd'hui, c'est un environnement certifié avec vraiment des reçus et dernièrement créé Actia Africa, qui est une société commerciale basée à Tunis, mais qui rayonne sur l'ensemble de l'Afrique pour promouvoir du service à partir de la Tunisie. On a déjà des gros sujets avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, qu'on pilote depuis l'année. Donc, bon, la Tunisie a été pour nous une mission naturelle au début, par la proximité avec notre site manufacturier, mais ça a été aussi une agréable découverte par un système éducatif vraiment de très bon niveau en mathématiques et sciences ingénieurs, qui sont nécessaires, les compétences qui sont nécessaires dans nos domaines d'activité. On a vu également une qui a des au-delà de la relation d'employé à employeur, il y avait cette notion d'appartenance très forte. Ça, on peut vraiment dans les moments de crise, les moments difficiles, où réellement en tout cas, cette appartenance s'est révélée. Pour dire que, on a traversé, et c'est là où on voit un peu la résilience d'une organisation d'un pays. Donc, on a traversé la révolution. Il y a eu la crise économique en 2008, il y a eu la révolution en 2011, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, on vit une crise des composants électroniques dans notre domaine, et je peux vous dire qu'on a toujours réussi à la fois à la production et au début, toujours réussi à livrer. Donc, il y a une continuité d'activité. L'équipe fait que ça continue à fonctionner. Bon, après, il y a je dirais, il y a tout naturel, typiquement avec la crise des composants, un effet accordéon. Il y a certains composants qui ne sont pas livrés à temps, et ça, c'est une crise mondiale, hein, elle n'est pas spécifique à la Tunisie, sauf que quand les composants arrivent, en 22 heures de Marseille, donc, et après, on est à 1 heure de notre centre logistique en Europe, je veux dire, avec nos on va parler tant que possible les retards ou les inconvénients, voilà, qui arrivent dans la vie normale d'un nos équipes n'ont pas opéré les systèmes en télécom ont bien fonctionné. Les personnes ont pu travailler de chez eux en télétravail. C'est pas pour comparer, en tout cas, j'ai des écoles en Chine, en Inde, où malheureusement, ils n'ont pas pu, les conditions d'habitation et autres qui ne permettent pas réellement de faire du télétravail. Donc, nous, je dirais, ça ne s'est même pas senti par rapport à nos collègues en Europe, en tout cas en Tunisie, ça a continué à livrer, ça met en toute sérénité. Après, juste pour illustrer, en fait, il y a en ce moment, en tout cas dans l'écosystème tech, il y a une vraie ébullition, en fait. Hein. Il y a un dynamisme qu'on observe depuis maintenant 3-4 ans, avec de plus en plus de collaboration entre les clusters. Je suis moi-même président du premier cluster en Tunisie, qui est le cluster mécatronique, avec plus d'une centaine d'entreprises dans la mécatronique.
avec les écoles d'ingénieurs, avec les laboratoires de recherche, avec les startups tunisiennes. Et donc, le framework NCT Startup Act a été vraiment un catalyseur et a fait accélérer un petit peu le mouvement. Donc, pour des grands groupes comme nous, c'est vraiment une aubaine, en fait. Hein. Donc là, ça nous permet d'être au contact de ces structures agiles, de déclencher des sujets d'innovation, en tout cas dans un environnement très, très favorable et très, très dynamique. Le cluster, quant à lui, amène cette proximité et il rassemble les sociétés dans la même chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, et il y a énormément de possibilités en cas pour créer ou un interlogiciel. Il y a vraiment ce qu'il faut autour, en fait. Hein. Donc, par exemple, dans l'automobile, il y a ce qu'il faut pour faire l'électronique, il y a ce qu'il faut pour faire la mécanique, il y a ce qu'il faut pour faire la plasturgie. Il y a, voilà, il y a tout l'environnement est là pour pouvoir se développer. Et on a également, on a commencé avec notre laboratoire de l'innovation ici à Tunis, depuis maintenant 2 ans, à déposer des brevets et d'une manière régulière. On a également un framework incitatif pour le dépôt de brevets avec des coûts compétitifs, avec une portée internationale, hein, avec un dépôt qui se fait à Tunis, mais qui peut avoir à terme une portée internationale. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes en tout cas pour nous. Et voilà, le groupe aujourd'hui, on compte plus de 1400 personnes et je pense que l'histoire n'est pas finie. On est en train de développer des nouveaux projets. Pour l'instant, il y a des choses qui sont confidentielles, mais on est dans l'électromobilité, dans la micromobilité. Je pense que les chiffres vont être doublés, triplés dans les années qui viennent. En tout cas, il y a vraiment un environnement très propice pour se développer dans les domaines technologiques comme l'automobile, les IoT et autres. Et pour des startups, il y a aussi ce qu'il faut en écosystème et au bon prix pour pouvoir faire son premier proto, pour pouvoir faire ses pré-séries, pour pouvoir faire son démarrage d'activité également. Ça marche aussi bien pour les grands groupes que pour les startups innovantes. Et je veux dire, je vais faire comme mes prédécesseurs. Donc, je ne sais pas s'il y aura mon contact, mais en tout cas, vous avez Walid Ruiz donc sur LinkedIn. Si vous voulez vous renseigner autre, je me ferai un plaisir de vous informer au titre du cluster mécatronique et de vous aider éventuellement à la bonne connexion avec les partenaires ici en Tunisie pour fonctionner en cluster. Merci pour votre attention. Et puis, je pense qu'il y a une petite vidéo on a prévu une petite vidéo. Je ne sais pas, Stéphane. C'est notre siège social. En fait, on a construit, on a investi, on a construit ce siège social 10 500 mètres carrés. C'est juste à côté du Technopole El Gazela à Tunis. C'est un espace qui peut abriter jusqu'à 750 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 450. Mais comme je vous ai dit, on prévoit un avenir en Tunisie. Et d'ailleurs, on fait racine donc avec l'acquisition du terrain et de ce bâtiment. Ça, c'est nos produits, hein, donc l'électromobilité, les véhicules connectés. Vraiment dans un environnement international. Donc, nos clients sont de par le monde. Hein, donc, aujourd'hui, on gère des projets avec la Suède, l'Allemagne, depuis Tunis, sur une équipe pluridisciplinaire avec des capacités en termes de langue, de gestion de projet, des équipes certifiées pour la plupart. On a du PMP, du Prince, voilà, des outils de simulation, des outils de développement logiciel, vraiment au top niveau international. On a également notre laboratoire de qualification thermomécanique, premier en Afrique du Nord, vraiment à être accrédité, qui nous sert à qualifier et certifier nos produits. L'équipe innovation qui travaille sur différentes thématiques, passage rapidement un bus autonome également.
pour le confort des salariés. Donc, on a un building social donc avec cantine, salle de sport, pour les activités sociales. Voilà. Et au plaisir de vous rencontrer à Tunis ou en France et échanger plus en détail par rapport à vos sous d'investissement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruiz. Merci pour toutes ces informations. Je vais passer la parole à Madame Bernard Musset-Allan, qui va nous présenter Vocalcom et partager avec nous son expérience. À tous les participants, je rappelle que vous avez la possibilité de nous faire part de vos questions via le chat. On en a déjà quelques-unes qui sont remontées, mais n'hésitez pas à nous interroger, à les interroger. On se fera un plaisir en fin de webinaire de répondre à toutes vos questions. Je vous laisse la parole, Ambeline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je vais venir travailler chez Walid parce que l'entreprise est vraiment très bien. Bon. Donc, je me présente, Ombeline Bernard Manusset. Je vais être un peu plus rapide que mes collègues parce que nous sommes à la fin de ce webinaire et je pense que c'est important de vous donner les messages et le ressenti en synthèse. Donc, Vocalcom, c'est un groupe français qui existe depuis plus de 25 ans, qui est éditeur de logiciels et leader mondial sur le marché des solutions de centres de contact. Nous avons des bureaux qui sont implantés dans 15 pays et nous couvrons à peu près une cinquantaine de pays au travers de nos partenaires. Donc, Vocalcom en Tunisie existe depuis 14 ans et nous proposons aux entreprises des solutions pour la gestion de la relation client. Donc, ces solutions sont omnicanales. Elles permettent donc une interaction sur l'ensemble des canaux disponibles comme la voix, le SMS, l'email, le fax, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, notre portefeuille client est constitué de centres de contact, mais aussi d'entreprises comme des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, des sociétés d'électricité, à toutes les sociétés qui ont besoin de gérer leurs relations clients. D'ailleurs, peut-être que Walid un jour aura besoin de mes services. Donc, en Tunisie, on a un service commercial, une administration, service technique, et depuis quelques mois, on a un nouveau service de QA. Donc, ce sont des testeurs qui se trouvent à Siliana. Et donc, ce service a pu voir le jour grâce au développement des régions, qui est très, très important en Tunisie et qui est vraiment une opportunité pour trouver des nouvelles compétences. Donc, c'est le projet ELIF, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, depuis la Tunisie, nous gérons 23 pays d'Afrique. Donc, ça va de l'Algérie, Nigeria, Mali, Tchad, Éthiopie, Djibouti, Kenya, et on va jusqu'en bas, île Maurice, Madagascar. Donc, historiquement, je vais vous dire pourquoi Vocalcom s'est implanté en Tunisie et pourquoi on a fait le choix d'y rester. Donc, bien entendu, tout le monde en a parlé, la valeur humaine est très, très forte en Tunisie. On a en Tunisie des ressources qualifiées, mais qui demandent aussi un investissement pour être encore plus opérationnel. Ces ressources qualifiées sont là parce que nous avons des écoles reconnues qui se sont implantées en Tunisie. On a aussi un écosystème qui permet de favoriser les compétences ou les entreprises, comme le programme Smart Tunisia. Je vous ai parlé du programme ELIF, mais pareil, ça permet vraiment de développer les compétences dans les régions. Et de nombreuses écoles comme Oberton School qui sont arrivées en Tunisie. Un autre atout, c'est que nous sommes sur un pays francophone avec des similarités culturelles. Mais nous n'avons aucun problème aussi avec les autres langues. Nous travaillons par exemple beaucoup avec l'Afrique de l'Est, donc des pays anglophones, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est un atout qui est très important. On a aussi l'image de la Tunisie qui est très bonne parce que souvent le pays est assimilé à de la compétence et au sérieux. Donc ceci est valable en Europe avec d'ailleurs l'embauche de nombreux Tunisiens dans les sociétés européennes, mais aussi en Afrique. Et dans un continent qui est pris d'assaut par les Indiens et par les Chinois, on a une vraie carte à jouer en favorisant les relations sud-sud. Et c'est exactement ce que nous faisons chez Vocalcom, puisque la Tunisie est devenue le headquarter africain. Et
pour rebondir sur cette partie africaine, la Tunisie est un hub pour conquérir l'Afrique. Et malgré une politique qui a toujours été timide, en tout cas ces dernières années, vers l'Afrique, la Tunisie a des relations très fortes avec certains pays. Alors, je vais vous donner l'exemple de Djibouti, qui, par exemple, en 1977, à l'indépendance, quand les Français sont partis, ils sont partis avec les médecins, les professeurs. Et en fait, c'est la Tunisie qui est venue aider le pays. Et depuis, on a une relation fraternelle avec ce pays. Donc, des histoires comme ça, il y en a dans beaucoup de pays francophones africains et c'est une vraie opportunité pour les sociétés. Donc, pour finir, ce que nous avons appris pendant la crise Covid, c'est qu'il n'y a plus de problème de mobilité. On a aussi les mentalités qui ont changé et nos méthodes de travail. Moi, je sais qu'il y a encore un an, mon équipe technique me disait qu'on ne pouvait pas faire de formation à distance. Là, depuis Covid, on ne fait que ça, des formations à distance. Alors, bien sûr, il a fallu qu'on réajuste certains process de travail, mais en tout cas, c'est possible. Donc, on n'a plus de frontières. La Tunisie a une vraie place dans ce continent d'avenir. Et pour finir mon témoignage, là, je vais vous parler plus personnellement. Moi, je travaille en Tunisie depuis plus de 15 ans. Vocalcom, c'est la troisième société dans laquelle je travaille. Pour moi, la Tunisie, c'est un choix de vie. D'abord parce que j'aime profondément le pays, mais aussi parce que je suis persuadée que c'est l'endroit où il faut être. Les opportunités sont énormes. On a plein de choses à construire ici. Donc, vous prenez les opportunités et les compétences qui sont en fait ici tournées vers l'Europe. Elles sont tournées vers l'Afrique et elles sont tournées vers le monde. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à venir explorer. On est là aussi pour vous accompagner si vous avez des questions. Monsieur Gaïda disait tout à l'heure, moi je suis aussi président de la commission numérique à la Chambre tuniso-française. On a aidé plusieurs fois des entreprises à s'implanter ou à donner des best practices. Donc, n'hésitez pas à contacter aussi la Chambre, n'hésitez pas à contacter la FIPA. Ça vaut le coup. Le seul risque que vous avez, c'est de rester dans le pays. Voilà. Ça sera tout pour moi, Stéphane. J'ai essayé d'être courte. Merci beaucoup, Amandine, c'était parfait. Merci vraiment à vous. Maintenant, on va prendre un petit temps, en effet, pour répondre à vos questions. Il y avait pas mal de sujets assez intéressants. Je vais peut-être commencer par une question de Monsieur Dardour. J'ai essayé de la ressortir rapidement et qui devrait pouvoir vous intéresser. À voir, je pense que c'est une question qui peut-être s'adresse plus à Monsieur Gagny. Mais voilà, si quelqu'un souhaite prendre la parole, je vous en prie, voilà, n'hésitez pas. Oui, je vais essayer de donner une réponse courte, mais sachant qu'on est prêt à donner plus de détails et à prendre en charge cette requête à travers notre bureau à Paris ou à partir de Tunis. Donc, je l'invite à nous envoyer donc plus de détails sur sa demande et on va essayer de lui fournir la meilleure réponse à sa question. Mais pour le moment, je peux dire qu'il y a des opportunités certaines. Oui, je peux peut-être ajouter un mot, Cyril, si vous permettez. Oui, s'il vous plaît. Oui, en fait, nous sommes également dans le cadre du cluster mécatronique. On a créé, en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est développé. Hein. Donc, il y a ce qu'il faut en termes d'écosystème, mais il n'y a pas de société réellement spécialisée dans les dispositifs médicaux. Certaines ont plasturgie de type la transfusion sanguine, les kits de transfusion, ce genre de choses. Par contre, dispositifs avec de l'électronique, des produits, des choses comme ça, il n'y a pas encore ce qu'il faut. Et par contre, il y a une réelle demande de la part du ministère de la Santé local. Donc, il y a un groupe de travail actuellement qui travaille sur le sujet. Et nous sommes en tout cas, c'est en voie de créer un cluster pour les dispositifs médicaux
Et donc, toutes les initiatives, voilà, si vous avez des idées de projets, des choses comme ça, moi, je vous invite à rejoindre ce cluster. En tout cas, il y a des opportunités localement avec le ministère de la Santé et il y a d'autres opportunités également sur l'Afrique à partir sur ce type de. Une autre question, je vous la passe de Madame Chéniou. Toujours Monsieur Gagny ou Monsieur Ruiz, y a-t-il des industries consommateurs d'élastomères? Je peux répondre. Je vous en prie, Monsieur Gagny. Oui, c'est Hervé, vas-y. Hein, oui, bien sûr. Il y a pas mal de sociétés de transformation d'élastomères. D'ailleurs, il y a même un groupement qui s'est créé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est logé chez nous. C'est une association des transformateurs, des entreprises tunisiennes de la plasturgie qui fait du plastique technique maintenant, aussi bien pour l'automobile que pour l'électronique, etc. Donc, rechercher donc, un sous-traitant. N'hésitez pas donc en fin de ma présentation, vous avez mon mail et on vous mettra en relation avec les entreprises adéquates. Oui, il y a des transformateurs de très beau niveau et qui déjà, on en a par exemple même 4 ou 5 qui travaillent pour l'aéronautique déjà. Donc vous savez que voilà, il y a des gens qui travaillent dans des produits de haute précision. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gaïda. Une autre question, cette fois, qui émane de Madame Corbachi, que je vous passe aussi. Et je vous laisse décider, peut-être Monsieur Gaïda ou Madame Manucé. Moi, je vais essayer de répondre à cette question pour dire que la convertibilité du dinar présente plus de problèmes pour les Tunisiens que pour les investisseurs étrangers, parce que tout investisseur étranger a la possibilité d'ouvrir un compte en dinar convertible qui lui permet de payer toutes ses charges en Tunisie en dinar et pour ses engagements à l'étranger en devise étrangère. Donc, c'est vraiment c'est un vrai problème plutôt pour les Tunisiens que pour les investisseurs étrangers. Ok, je vous remercie. J'ai une autre question de Monsieur Frenzel, donc à laquelle on a partiellement répondu via le chat, mais vous pouvez peut-être apporter des précisions sur le sujet. Oui, la question liée, donc on a présenté, je pense, tous les intervenants avec mes collègues, donc tous les intervenants, on a présenté le potentiel de la Tunisie dans ce secteur et surtout l'expérience française, des entreprises françaises en Tunisie. Il y a un vrai avantage pour les entreprises étrangères et notamment françaises, c'est la disponibilité de ressources humaines haute qualifiées. Donc, et on est même en train d'offrir aussi ces compétences à l'international et notamment en France. Il y a plusieurs Tunisiens qui ont engagé également avec d'autres pays comme le Canada et notamment le Québec qui vient recruter des entreprises québécoises qui viennent chercher des compétences tunisiennes dans le domaine de l'IT. Donc ça, c'est un atout de notre pays. Il y a une disponibilité donc, en matière d'ingénieurs et également de techniciens hautement qualifiés. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a aussi une adaptabilité du système éducatif. En fait, aujourd'hui, ça suit vraiment les technos parce c'est un domaine qui évolue très très vite. Et aujourd'hui, on arrive, je veux dire, là, il y a eu la tendance DevOps, donc aujourd'hui, il y a énormément de diplômés d'événements avec ces spécialités-là qui sortent de l'école. Donc, il y a une adaptabilité une agilité, entre guillemets, du système éducatif pour s'adapter un petit peu à la demande. Mais oui, globalement, après, sur des spécialités vraiment pointues, là, par exemple, nous, sur quelques spécialités de type safety, cybersécurité, des choses comme ça, on va jusqu'à, et ça c'est une possibilité qu'on a vraiment explorée ici en Tunisie, donc on va jusqu'à donner des cours et orienter un petit peu les cours des universités. Ils sont vraiment demandeurs d'adapter le contenu des cours à la demande des industriels. Donc ça c'est possible aussi si vous êtes en train de travailler sur un domaine
spécifiques, il y a la possibilité de collaborer avec les écoles pour adapter le contenu scientifique. Je crois que vous aviez des petites précisions à apporter sur le sujet. Ambeline, je vous laisse la main. Le micro ne marche pas chez Ambeline, donc c'est… Ah, voilà, ça devrait aller, pardon, merci beaucoup. Oui, juste une petite précision pour compléter ce que disait Walid. En fait, parfois, les compétences ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut, mais il y a une grande facilité de formation et surtout de travail pour arriver au niveau. Voilà. Donc, c'est très important parce que c'est très rare comme situation. Donc, on a les compétences et en plus, on est capable d'aller plus loin. Voilà. Dernière question, je vais vous passer. Lié à l'innovation, je pense. Hein. Sur le transfert de connaissances, et exactement, tout à fait en lien direct avec l'innovation. Donc là aussi, je vous laisse vous exprimer sur je vais donner un début de réponse, peut-être mes collègues veulent compléter par la suite, mais je peux confirmer qu'on n'est pas en train de répondre juste ou de faire de l'outsourcing pour l'Europe, mais il y a pas mal d'entreprises tunisiennes et des startups tunisiennes qui sont très actives dans l'innovation en Tunisie, donc notamment dans tout ce qui est robotique. Donc, il y a des startups tunisiennes, Innova Robotique, elle a conçu et fabrique des robots et qui est en train de les vendre à l'international. Il y a aussi des expériences dans l'aéronautique, dans tout ce qui est ELM, qui sont conçues et fabriquées en Tunisie pour le marché international. Il y a également dans l'intelligence artificielle et plein d'autres domaines où la Tunisie dispose d'un réel potentiel. Donc, on n'est pas en train de chercher uniquement des opportunités de sous-traitance, mais plutôt des solutions qui sont développées par des startups tunisiennes. Parfois, c'est en partenariat avec des étrangers, parfois, c'est 100% tunisien, mais le plus important, c'est qu'il y a un réel potentiel en Tunisie dans ce domaine, dans tout ce qui touche à l'innovation. Quelqu'un souhaite apporter des éléments complémentaires? J'ajouterais, Habib Gaïda, j'ajouterais que au-delà maintenant de l'innovation, on a quelques sociétés qui sont arrivées maintenant à exercer dans le domaine de l'industrie 4.0, qui est le top du top maintenant en matière d'innovation, et qui fabriquent des équipements robotisés aussi bien pour des entreprises étrangères qui sont implantées en Tunisie. Il y en a une tunisienne à 100%, qui même a créé une filiale au Maroc pour livrer donc des équipements automobiles et autres au Maroc. Donc sachez que maintenant, à part la R&D, on est arrivé même à construire des robots et des équipements assistés par des équipements assistés par des robots dans le cadre de l'industrie 4.0. Merci. Oui, justement, c'est pour témoigner par rapport à notre groupe. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des relations sous-traitance pure et choses comme ça, sans création de valeur, ça existe. Je veux dire entre guillemets, de la production techno pure. Mais il y a également de la co-construction. Moi, je vois au niveau de notre groupe, nous, on est centre de compétences sur pas mal d'activités clés pour le groupe, non substituables. Donc, et bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait, là, ça fait 15 ans qu'on opère dans le domaine, mais en tout cas, il y a cette stratégie de construire, de co-construire, et de capitaliser en Tunisie et sur les Tunisiens. Donc, ça marche. Hein. C'est quelque chose qui marche et qui est… voilà. Et donc, je peux personnellement en témoigner avec le groupe Actia et nos implantations ici en Tunisie. Merci, Monsieur Ruiz. Donc, je crois qu'on va pouvoir conclure. Notre événement tire à sa fin. Je vous remercie encore une fois à tous les participants pour vos interventions, pour votre écoute. Merci beaucoup et surtout aussi à tous nos intervenants qui ont partagé avec nous leurs données, leur expérience. J'espère que ces éléments vous apporteront quantité d'informations pour mener à bien votre projet. Dans tous les cas, comme on vous le spécifiait
via le chat, un mail vous sera envoyé avec le replay du webinaire et la présentation dans les prochains jours. N'hésitez pas à revenir, vous avez les coordonnées au niveau de FIPA, à revenir vers nous et on se fera un plaisir voilà, de répondre à toutes vos questions. Encore merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.